Mais le message d'Enki ne se limitait pas simplement à un avertissement concernant le déluge. Selon les textes anciens, Enki était le porteur de ce que les Sumériens appelaient le ME, prononcé mais, des sortes de formules divines, des programmes de connaissances qui régissaient tous les aspects de la civilisation. Ces ME incluaient non seulement des compétences de pratique comme l'agriculture, la métallurgie et l'architecture, mais aussi des concepts abstraits comme la justice, l'art, la musique et même la sexualité sacrée. L'histoire raconte qu'Enki possédait ces ME dans son temple à Eridu, la première ville jamais construite selon la tradition sumérienne. Et dans un récit fascinant, la déesse Inanna, aussi connue sous le nom d'Ishtar, rend visite à Enki et parvient à l'emmener. Dans son état d'ébriété, Enki lui offre généreusement les ME, transférant ainsi la connaissance divine à l'humanité à travers elle. Quand il se réveille et réalise ce qu'il a fait, il tente de récupérer les ME, mais il est trop tard. La connaissance a été libérée. Ce mythe peut sembler étrange, presque comique, mais réfléchissons à ce qu'il symbolise vraiment. C'est l'histoire d'un transfert de technologie et de savoir d'une civilisation avancée vers une civilisation moins développée. C'est l'histoire d'un acte de rébellion contre un ordre établi qui voulait maintenir l'humanité dans l'ignorance. Enki, encore une fois, apparaît comme le bienfaiteur de l'humanité, celui qui rompt les règles pour nous élever. Cette caractérisation d'Enki est cohérente à travers tous les textes. Il est constamment décrit comme étant du côté des humains, souvent en conflit avec son demi-frère Enlil, qui représente l'autorité stricte et la hiérarchie rigide. Enki est le dieu rusé, intelligent, créatif, celui qui trouve des solutions là où d'autres ne voient que des problèmes. Il est le Prométhéen de la mythologie sumérienne, celui qui vole le feu des dieux pour le donner aux mortels. Et cette image de gardien rebelle de l'humanité soulève une question vertigineuse. Si Enki était réel, sous une forme ou une autre, qui était-il vraiment ? Était-il véritablement un extraterrestre, comme le suggèrent certains chercheurs comme Zecharia Sitchin ? Était-il un membre d'une civilisation humaine avancée prédiluvienne qui possédait des connaissances de perdu ? Ou était-il une représentation symbolique d'un groupe de sages, de scientifiques anciens qui ont préservé le savoir à travers les âges sombres ? Pour explorer cette question, nous devons examiner les lieux physiques associés à Enki. Eridu, sa ville sacrée, se trouve aujourd'hui dans le sud de l'Irak, dans une zone désertique et inhospitalière. Les fouilles archéologiques ont révélé qu'Eridu est effectivement l'une des plus anciennes agglomérations urbaines jamais découvertes, avec des niveaux d'occupation remontant à environ 5000 ans avant notre ère, peut-être même plus tôt. Mais voici ce qui est remarquable. Le temple d'Enki à Eridu a été reconstruit et agrandi de nombreuses fois au fil des siècles, mais toujours exactement au même endroit, comme si le site lui-même était sacré, marquant un point géographique d'une importance capitale. Les archéologues ont identifié 18 niveaux de construction superposés, chacun bâti directement sur les ruines du précédent, remontant à des époques de plus en plus anciennes. Le niveau le plus profond, le plus ancien, est aussi le plus mystérieux. C'est une structure simple mais précisément orientée, construite avec une sophistication architecturale qui ne devrait pas exister à une époque aussi reculée selon la chronologie officielle. Certains chercheurs suggèrent que ce premier temple pourrait être bien plus ancien que les datations officielles. Peut-être construit immédiatement après le déluge par les survivants qui voulaient honorer Enki, leur sauveur. La tradition sumérienne elle-même affirme qu'Eridu était la première ville d'avant le déluge et qu'elle a été reconstruite après le cataclysme. La liste royale sumérienne, un texte historique remarquable qui énumère tous les rois de Sumer depuis les origines mythiques jusqu'aux époques historiques, commence par cette phrase troublante. Après que la royauté soit descendue du ciel, la royauté était à Eridu. Elle liste ensuite les rois antédiluviens, des personnages qui auraient régné pendant des durées incroyablement longues, des dizaines de milliers d'années. La science moderne rejette ces chiffres comme fantaisistes, comme des exagérations mythologiques. Mais que se passerait-il si ces nombres étaient encodés différemment ? Que se passerait-il s'ils représentaient des cycles, des dynasties, ou des périodes plutôt que des règnes individuels ?
Ou encore plus troublant, que se passerait-il si ces êtres vivaient effectivement beaucoup plus longtemps que nous? Les textes bibliques eux-mêmes, qui dérivent en partie des traditions mésopotamiennes, parlent des patriarches antédiluviens comme Mathusalem, qui aurait vécu 969 ans. Après le déluge, les durées de vie dans la Bible diminuent progressivement jusqu'à atteindre les durées humaines normales. Cette diminution progressive de la longévité pourrait-elle indiquer un changement dans l'environnement terrestre post-cataclysme, une altération de l'atmosphère, du rayonnement cosmique, ou même une dilution génétique progressive si les survivants du déluge possédaient une biologie différente? Cela nous amène à notre troisième pilier de preuve, peut-être le plus dérangeant de tous. Les traces dans notre propre biologie, dans notre ADN, qui suggèrent que quelque chose d'inhabituel s'est produit dans notre passé évolutif. En 2013, une équipe de généticiens a publié une étude remarquable dans la revue Nature. Ils avaient analysé le génome humain à la recherche de ce qu'ils appelaient des gènes orphelins, des séquences d'ADN qui n'ont aucun précurseur clair dans le règne animal, qui semblent être apparues soudainement dans notre lignée sans évolution graduelle détectable. Ils en ont trouvé des centaines. Des gènes qui nous rendent humains, qui codent pour notre capacité de langage complexe, notre intelligence abstraite, notre conscience de soi, et qui ne peuvent pas être retracés étape par étape à travers nos ancêtres primates. C'est comme si ces gènes avaient été insérés dans notre génome à un moment donné. L'explication scientifique standard est le transfert horizontal de gènes, un processus par lequel des gènes peuvent être échangés entre espèces par l'intermédiaire de virus ou de bactéries. C'est un mécanisme connu et documenté. Mais la quantité et la nature spécifique de ces gènes orphelins dans le génome humain restent un mystère qui fait débat. Les textes sumériens offrent une explication alternative fascinante. Ils disent explicitement qu'Enki et la déesse Ninursag ont créé l'humanité en mélangeant l'essence divine avec l'essence terrestre. Le texte décrit un processus qui ressemble étrangement à une forme de manipulation génétique. Ils prennent fois l'argile, ce qui pourrait être une métaphore pour la matière biologique de base, et ils y insufflent le souffle des dieux, ce qui pourrait représenter l'insertion de matériel génétique avancé. Le résultat est l'Adamu, le premier humain, créé pour être un travailleur, mais doté d'intelligence. Au début, ces humains ne peuvent pas se reproduire, une caractéristique typique des hybrides interspécifiques. Mais ensuite, Enki les modifie à nouveau, leur donnant la capacité de reproduction, ce qui provoque la colère d'Enlil, qui n'avait pas autorisé ce développement. Cette histoire ressemble de manière troublante au récit biblique du Jardin d'Éden. Adam et Ève sont créés, ils vivent dans un état d'innocence incapable de procréer. Puis le serpent, traditionnellement identifié comme Satan, mais qui pourrait très bien représenter Enki, l'ancien dieu serpent de la sagesse, leur offre le fruit de la connaissance. Ils mangent, leurs yeux s'ouvrent, ils acquièrent la conscience et la capacité de reproduction, et ils sont chassés du jardin par le dieu jaloux. Même histoire, même structure. Un créateur bienveillant qui donne à l'humanité des capacités que l'autorité supérieure voulait leur refuser. Un acte de rébellion cosmique qui permet à l'humanité de devenir véritablement autonome. Si nous prenons ces récits non pas comme des métaphores spirituelles, mais comme des comptes rendus codifiés d'événements réels, alors nous devons considérer la possibilité que l'espèce humaine telle que nous la connaissons soit le résultat d'une intervention délibérée. Pas nécessairement extraterrestre, bien que ce soit une possibilité, mais au minimum, le produit d'une connaissance scientifique avancée qui existait dans un passé lointain. Et si tout ce que nous savons sur les origines de l'humanité n'était qu'un fragment, une version édulcorée d'une vérité bien plus ancienne et troublante? Et si, avant le grand déluge qui a noyé le monde, un être venu d'ailleurs avait tenté de nous sauver, laissant derrière lui un message que l'histoire officielle a choisi d'ignorer? Un message gravé non seulement dans la pierre, mais encodé dans nos mythes, nos gènes et peut-être même dans notre ADN. On nous a enseigné que la civilisation humaine a commencé il y a environ 6000 ans, avec Sumer, l'écriture cunéiforme et les premières cités-États en Mésopotamie. Mais une série de découvertes archéologiques récentes, de textes sumériens traduits et de preuves géologiques perturbatrices suggèrent quelque chose d'impossible. Quelque chose qui remet en question non seulement notre chronologie, mais notre compréhension même
de qui nous sommes et d'où nous venons. Aujourd'hui, nous allons explorer 3 dimensions troublantes. Premièrement, des tablettes antiques qui racontent une histoire interdite, celle d'Enki, le dieu rebelle qui désobéit aux siens pour sauver l'humanité. Deuxièmement, des preuves géologiques d'un cataclysme global qui a réellement eu lieu, effaçant presque toute trace de ce qui existait avant. Et troisièmement, des traces génétiques dans notre propre biologie qui suggèrent une intervention extérieure, une modification qui ne peut pas être expliquée par l'évolution naturelle seule. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne, où nous explorons les coins obscurs de notre passé, là où l'archéologie officielle refuse de regarder, là où les mythes rencontrent la science et où les questions dérangeantes trouvent enfin des réponses. Je suis votre guide dans ce voyage à travers le temps, à travers les civilisations perdues et les secrets enfouis sous des milliers d'années de silence. Installez-vous confortablement, respirez profondément et préparez-vous à remettre en question tout ce que vous croyez savoir sur vos origines. Parce que l'histoire que nous allons dévoiler ensemble n'est pas celle des manuels scolaires. C'est une histoire gravée dans l'argile de Mésopotamie, confirmée par la géologie moderne et murmurée à travers les millénaires par toutes les cultures de la Terre. Si vous aimez questionner la réalité et chercher la vérité au-delà des récits officiels, abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucune de nos explorations. Parce que chaque vidéo est une pièce du puzzle, et le tableau final est bien plus grand que vous ne l'imaginez. Commençons par ce que nous acceptons comme vérité historique. Selon les académies et les institutions scientifiques dominantes, l'humanité moderne, Homo sapiens, est apparue il y a environ 300 000 ans en Afrique. Pendant la quasi-totalité de cette période, nos ancêtres étaient des chasseurs-cueilleurs nomades, vivant en petits groupes, sans écriture, sans architecture monumentale, sans civilisation à proprement parler. Puis, il y a environ 12 000 ans, quelque chose a changé. La dernière ère glaciaire s'est terminée, le climat s'est réchauffé, et mystérieusement, presque simultanément sur plusieurs continents, nos ancêtres ont commencé à domestiquer les plantes et les animaux. C'est ce qu'on appelle la révolution néolithique. Et quelques milliers d'années plus tard, vers 3500 ans avant notre ère, les premières civilisations apparaissent, Sumer en Mésopotamie, l'Égypte le long du Nil, puis l'Indus et la Chine. C'est le récit standard, linéaire, progressif, rassurant. L'humanité évolue lentement, étape par étape, de la pierre taillée aux pyramides, du feu à l'écriture. Mais voici la faille, la fissure dans ce récit bien ordonné. En 1945, dans les ruines de l'ancienne Mésopotamie, dans ce qui est aujourd'hui l'Irak, des archéologues ont découvert des milliers de tablettes d'argile. Ces tablettes, vieilles de plus de 4000 ans, racontent une histoire radicalement différente. Elles parlent d'êtres appelés les Anunnaki, des êtres venus du ciel, descendus sur Terre il y a des centaines de milliers d'années, bien avant l'émergence supposée de la civilisation. Ces textes ne sont pas des métaphores poétiques. Ils sont précis, détaillés, presque bureaucratiques. Ils donnent des noms, des dates, des lieux. Ils décrivent des généalogies, des conflits politiques, des décisions administratives. Et au centre de cette histoire se trouve un personnage fascinant, Enki, celui que les Sumériens appelaient le Seigneur de la Terre, le Dieu de la sagesse, de l'eau douce et surtout le créateur de l'humanité. Selon ces textes anciens, Enki n'était pas seul. Il faisait partie d'un conseil de divinité dirigé par son demi-frère Enlil. Et c'est ici que l'histoire devient troublante. Les tablettes racontent qu'à un moment donné, ce conseil des dieux a décidé de détruire l'humanité. Un déluge global devait être déclenché, effaçant toute trace de l'espèce humaine de la surface de la Terre. Mais Enki, celui qui avait contribué à créer les humains, a désobéi. En secret, il a averti un homme juste nommé Ziusudra dans les textes sumériens, Atrahasis dans les versions akkadiennes, et plus tard Noé dans la tradition hébraïque. Enki lui a donné des instructions précises pour construire une arche, pour sauver non seulement sa famille, mais aussi les semences de toutes les espèces vivantes. Voici donc notre trame centrale, notre fil conducteur pour ce voyage. Et si le déluge n'était pas un mythe, mais un événement historique réel? Et si Enki était plus qu'une divinité mythologique, mais un être tangible, peut-être d'origine extraterrestre?
ou d'une civilisation humaine avancée précédente. Et si le message qu'il a laissé, ce savoir interdit qu'il a transmis à l'humanité malgré l'opposition des autres dieux, était encore accessible aujourd'hui, caché dans les textes, les structures et peut-être même notre biologie? Pour répondre à ces questions, nous devons examiner 3 types de preuves. Des preuves qui, prises isolément, peuvent sembler intrigantes mais discutables, mais qui, assemblées ensemble, forment un tableau cohérent et profondément dérangeant. Commençons par la pierre, par ce qui est tangible et indéniable. Les tablettes sumériennes elles-mêmes sont notre premier point d'ancrage. La plus célèbre série de textes concernant Enki et le déluge provient de ce qu'on appelle l'Atrahasis, un poème épique babylonien qui compile des traditions sumériennes bien plus anciennes. Ces tablettes ont été découvertes dans la bibliothèque d'Ashurbanipal, à Ninive, datant du 7e siècle avant notre ère, mais les histoires qu'elles racontent sont bien plus anciennes, remontant probablement au 3e millénaire avant notre ère, voire plus tôt selon certains chercheurs. Le texte de l'Atrahasis est remarquablement détaillé. Il ne dit pas simplement qu'un déluge est survenu, il explique pourquoi. Selon le récit, les Anunnaki avaient à créer les humains pour qu'ils travaillent à leur place, pour extraire l'or et cultiver la terre. Mais l'humanité s'est multipliée trop rapidement. Le bruit, le tumulte de la civilisation humaine dérangeait les dieux, en particulier Enlil, qui décide alors d'exterminer l'espèce humaine pour retrouver la paix. Enki s'oppose à cette décision, mais il est en minorité au conseil divin. Ne pouvant empêcher le déluge, il choisit la désobéissance. Il se rend près de la maison d'Atrahasis et parlant à travers un mur de roseaux pour ne pas violer techniquement l'interdiction de communiquer directement, il révèle le plan et donne des instructions précises pour la construction d'un navire capable de résister au cataclysme. Ce qui est fascinant, c'est le niveau de détail technique. Les dimensions du bateau sont données en coudées, la structure est décrite, les matériaux spécifiés. Ce n'est pas un conte de faits vagues, c'est un manuel de survie. Et ce récit n'est pas unique à Sumer. On le retrouve dans l'épopée de Gilgamesh, où Utnapishtim raconte la même histoire à Gilgamesh. On le retrouve dans la Bible hébraïque avec Noé, mais aussi chez les Grecs avec Deucalion, chez les Hindous avec Manu, chez les Aztèques, les Mayas, les tribus amérindiennes, les aborigènes d'Australie, et dans plus de 200 cultures à travers le monde. 200 cultures différentes, séparées par des océans et des millénaires qui racontent toute la même histoire fondamentale. Une grande inondation, une destruction quasi totale, quelques survivants avertis par un être bienveillant, un nouveau départ pour l'humanité. La science moderne a longtemps considéré ces récits comme des mythes inspirés par des inondations locales, des débordements de fleuves transformés en légendes par la transmission orale. Mais cette explication devient de plus en plus difficile à maintenir face aux preuves géologiques. Passons maintenant à notre deuxième pilier, la pierre que la Terre elle-même nous offre comme témoignage. Autour de 11 600 ans avant notre ère, quelque chose de catastrophique s'est produit sur notre planète. Les géologues appellent cela la limite du Dryas récent, un événement climatique brutal qui a mis fin à la dernière ère glaciaire de manière soudaine et violente. Les carottes de glace prélevées au Groenland et en Antarctique montrent qu'en l'espace de quelques décennies seulement, peut-être même quelques années, les températures globales ont chuté dramatiquement, puis se sont réchauffées tout aussi rapidement. Cette oscillation thermique extrême aurait provoqué la fonte massive des calottes glaciaires, libérant des quantités colossales d'eau dans les océans. Le niveau des mers a monté de plus de 120 mètres en quelques millénaires. Imaginez cela, 120 mètres. Toutes les zones côtières du monde, là où les civilisations anciennes auraient logiquement construit leurs villes, ports et centres commerciaux, ont été submergées, englouties sous les vagues. Si une civilisation avancée existait avant cette date, nous ne trouverions ces traces que sous les océans actuels. Et devinez quoi ? C'est exactement ce que nous commençons à découvrir. Au large des côtes du Japon, près de l'île de Yonaguni, des plongeurs ont découvert dans les années 90 une structure sous-marine monumentale. Des terrasses, des escaliers, des angles droits, des blocs taillés. La géologie officielle affirme que c'est une formation naturelle,
Mais de nombreux chercheurs indépendants contestent cette conclusion, soulignant la régularité géométrique et les marques d'outils apparentes. Des structures similaires ont été repérées au large de l'Inde, près du golfe de Cambat, et au large de Cuba, où des sonars ont détecté ce qui ressemble à des formations urbaines à plus de 600 mètres de profondeur. Officiellement, ces découvertes sont controversées, rejetées ou ignorées, mais elles s'accumulent. Revenons au Dryas récent. Qu'est-ce qui a pu provoquer un changement climatique aussi soudain et dévastateur ? Une théorie gagne du terrain parmi les géologues dissidents, celle d'un impact cosmique, des preuves de nanodiamants, d'iridium et de sphérules magnétiques trouvées dans les couches sédimentaires correspondant à cette période suggèrent qu'une comète ou un essaim de météorites a frappé la Terre, provoquant des incendies massifs, des tsunamis et un hiver d'impact. Un tel événement aurait effectivement ressemblé à un déluge biblique pour les populations humaines de l'époque. Des vagues géantes balayant les côtes, des pluies torrentielles, l'effondrement des écosystèmes. Et si quelqu'un avait su à l'avance, s'il avait compris les cycles cosmiques ou possédait une technologie de surveillance céleste, il aurait pu avertir certains de se préparer. C'est exactement ce que les textes sumériens décrivent. Enki possédait le savoir. Il connaissait les cycles et il a choisi de partager ce savoir avec l'humanité, malgré l'interdiction. Cette idée est renforcée par d'autres anomalies biologiques. Les êtres humains possèdent 46 chromosomes, organisés en 23 paires. Nos plus proches parents génétiques, les chimpanzés et les autres grands singes, en possèdent 48. À un moment donné de notre évolution, 2 chromosomes se sont fusionnés. C'est un fait établi, visible dans notre chromosome 2, qui porte les marques témoignant de cette fusion. Mais les fusions chromosomiques de ce type sont généralement délétères, provoquant des malformations et l'infertilité. Pour qu'une telle fusion se fixe dans une population entière, il faudrait des circonstances très particulières. Certains chercheurs hétérodoxes suggèrent qu'une telle modification aurait pu être guidée plutôt que spontanée. Ajoutons à cela une autre curiosité. Les êtres humains sont remarquablement inadaptés à l'environnement terrestre comparé aux autres mammifères. Nous souffrons de maux de dos chroniques dus à notre posture bipède. Nos femmes ont des accouchements extrêmement dangereux et douloureux en raison de la taille de notre crâne par rapport au bassin. Nous ne pouvons pas synthétiser la vitamine C. Nous sommes extrêmement sensibles au soleil sans protection. Et nous sommes les seuls primates à avoir perdu presque toute notre fourrure corporelle. Un généticien controversé nommé Ellis Silver a même publié un livre suggérant que les humains pourraient ne pas être originaires de la Terre, mais auraient été déposés ici il y a des dizaines de milliers d'années. Bien que cette théorie soit extrême et largement rejetée, elle souligne néanmoins les nombreuses bizarreries de notre biologie qui restent difficiles à expliquer par l'évolution standard. Revenons maintenant aux tablettes et aux messages spécifiques qu'Enki aurait laissés. Au-delà de l'avertissement du déluge et du transfert de connaissances civilisationnelles, certains textes suggèrent qu'Enki a caché quelque chose de physique, un héritage tangible destiné à être redécouvert par les générations futures. Dans l'épopée d'Atra-Asis, juste avant le déluge, Enki donne des instructions non seulement pour construire l'arche, mais aussi pour préserver les écrits. Le texte dit « Écris le commencement, le milieu et la fin de toute chose, et enfouis-le dans la cité du soleil à Sippar. » Sippar était une autre ville antique de Mésopotamie, dédiée au Lahotwenototfoto, Dieu soleil Shamash. L'instruction est claire, préserver la connaissance avant le cataclysme, l'enterrer dans un endroit qui survivra pour que les générations futures puissent la retrouver et reconstruire la civilisation. C'est exactement ce qu'on appellerait aujourd'hui une capsule temporelle. Sippar a été fouillé au XIXe siècle par des archéologues européens. Ils ont effectivement découvert des milliers de tablettes, une véritable bibliothèque antique. Mais ont-ils tout trouvé ? Les fouilles étaient rudimentaires selon les standards modernes, souvent plus proches du pillage que de l'archéologie scientifique. De vastes sections du site n'ont jamais été correctement excavées et sont aujourd'hui inaccessibles en raison de l'instabilité politique en Irak. Que pourrait contenir une capsule temporelle laissée par une civilisation prédiluvienne avancée ? Des cartes du monde tel qu'il était avant la montée des eaux ? Des formules scientifiques et mathématiques ?
des avertissements sur les cycles cataclysmiques, des instructions pour reconstruire leur technologie. Chose intéressante, plusieurs cartes anciennes inexplicables ont survécu jusqu'à nous, des cartes qui semblent basées sur des sources bien plus anciennes. La plus célèbre est la carte de Piri Reis, datée de 1513, qui montre non seulement les côtes de l'Amérique du Sud avec une précision remarquable, mais aussi, selon certains chercheurs, le littoral de l'Antarctique tel qu'il aurait été sans glace. L'amiral turc Piri Reis a écrit sur sa carte qu'il l'avait compilée à partir de sources plus anciennes, dont certaines remontaient à Alexandre le Grand et au-delà. D'où ces sources anciennes tenaient-elles leurs informations? Comment pouvaient-elles cartographier des continents censés être inconnus? Et surtout, comment pouvaient-elles connaître la géographie de l'Antarctique sous la glace, enfouie depuis des millénaires? La carte de Piri Reis n'est pas un cas isolé. Il existe la carte d'Oronteus Phineus de 1532, qui montre également l'Antarctique avec des détails géographiques qui correspondent aux relevés sismiques modernes effectués sous la glace. Il y a la carte de Mercator du XVIe siècle, basée elle aussi sur des sources anciennes mystérieuses, et la carte de Bouache de 1737 qui représente l'Antarctique divisée en deux masses terrestres principales, exactement comme les études géophysiques modernes l'ont confirmé sous la calotte glaciaire. Ces cartes suggèrent qu'à un moment donné, quelqu'un possédait une connaissance géographique globale extraordinaire, une connaissance qui aurait nécessité des expéditions maritimes avancées, des instruments de navigation sophistiqués, et peut-être même une perspective aérienne. Et cette connaissance a été transmise, copiée, de carte en carte, de civilisation en civilisation, s'estompant progressivement, mais ne disparaissant jamais complètement. Serait-ce là une partie du message d'Enki? La préservation d'une cartographie du monde d'avant le déluge, montrant les côtes telles qu'elles étaient quand le niveau des mers était 120 mètres plus bas, quand l'Antarctique n'était pas encore gelé, quand la géographie du monde était radicalement différente. Les Sumériens eux-mêmes possédaient des connaissances astronomiques qui défient de l'explication conventionnelle. Ils connaissaient la précession des équinoxes, ce lent mouvement giratoire de l'axe terrestre qui prend 26 000 ans pour compléter un cycle. Comment une civilisation, qui venait supposément d'inventer l'écriture, pouvait-elle connaître un phénomène qui nécessite des millénaires d'observation continue pour être détecté? Ils avaient également cartographié le système solaire avec une précision remarquable. Un sceau cylindrique sumérien conservé au musée de Berlin, catalogué sous le numéro VA 243, montre, selon certains chercheurs, un système solaire complet, avec le Soleil au centre et toutes les planètes dans leur ordre correct, y compris Uranus et Neptune, qui n'ont été découvertes officiellement qu'au XVIIIe et XIXe siècle de notre ère, avec des télescopes modernes. Plus troublant encore, certains textes sumériens parlent d'une planète supplémentaire, qu'ils appellent Nibiru, une planète sur une orbite elliptique extrême qui ne passe près de la Terre que tous les 3600 ans environ. Zecharia Sitchin a consacré sa vie à l'étude de ces textes et a proposé que Nibiru était la planète d'origine des Anunnaki, qu'ils voyagèrent de ce monde lointain jusqu'à la Terre lors de chaque passage rapproché. La communauté scientifique rejette catégoriquement cette théorie, soulignant qu'aucune planète de ce type n'a été détectée et que sa gravité perturberait les orbites des autres planètes de manière observable. Cependant, il est intéressant de noter que les astronomes recherchent activement ce qu'ils appellent la planète 9, un objet massif hypothétique dans le système solaire externe qui expliquerait certaines anomalies orbitales dans la ceinture de Kuiper. Qu'il existe ou non une planète Nibiru, le fait demeure que les Sumériens possédaient des connaissances astronomiques avancées qui semblent héritées plutôt que développées par eux. Et selon leurs propres textes, cette connaissance leur a été transmise par les Anunnaki, par Enki en particulier, qui était le gardien de la sagesse et des secrets de l'univers. Examinons maintenant un autre aspect physique du message potentiel d'Enki, les structures mégalithiques qui parsèment le globe et qui datent précisément de la période immédiatement après le déluge présumé. Ces monuments de pierre, construits avec une sophistication technique qui défie notre compréhension, pourraient-ils représenter une tentative de reconstruire la civilisation en utilisant les connaissances de préserver? Le site le plus ancien et peut-être le plus significatif
et Göbekli Tepe en Turquie. Découvert dans les années 90 et fouillé depuis par l'archéologue Klaus Schmid jusqu'à sa mort en 2014, ce complexe de temples mégalithiques date d'environ 9600 ans avant notre ère. Cela le rend 7000 ans plus ancien que Stonehenge et 6000 ans plus ancien que les pyramides d'Égypte. Göbekli Tepe ne devrait pas exister. Selon la chronologie orthodoxe, à cette époque, les humains étaient encore des chasseurs-cueilleurs nomades. L'agriculture n'avait pas encore été inventée. Les villes n'existaient pas. Les structures monumentales n'apparaîtraient que des millénaires plus tard. Et pourtant, là, sur une colline du sud-est de la Turquie, nous trouvons des piliers de calcaire en forme de T, certains pesant jusqu'à 20 tonnes, sculptés avec des représentations détaillées d'animaux, disposés en cercles complexes selon des orientations astronomiques précises. La sophistication de Göbekli Tepe n'est pas primitive, elle est aboutie. Les bâtisseurs savaient exactement ce qu'ils faisaient. Ils possédaient des connaissances en ingénierie, en astronomie, en organisation sociale. D'où venait ce savoir? Comment des chasseurs-cueilleurs auraient-ils pu concevoir et construire un tel complexe? Une possibilité, celle proposée par des chercheurs comme Graham Hancock, est que les bâtisseurs de Göbekli Tepe n'étaient pas des primitifs développant lentement la civilisation, mais des survivants d'une civilisation antérieure. Des rescapés du déluge qui possédaient encore la mémoire et peut-être même une partie des compétences de leurs ancêtres. Göbekli Tepe pourrait être un monument commémoratif, construit pour marquer la renaissance de l'humanité après le cataclysme. Et effectivement, la datation de Göbekli Tepe correspond presque parfaitement avec la fin du Dryas récent, la fin du dernier âge glaciaire, la période du déluge présumé. Plus fascinant encore, après avoir été utilisé pendant peut-être un millénaire, Göbekli Tepe a été délibérément enterré. Ces bâtisseurs ont rempli les enceintes avec des tonnes de terre et de gravats, préservant soigneusement les structures pour les générations futures. Pourquoi ? Pourquoi investir tant d'efforts pour construire quelque chose d'aussi monumental, puis l'enterrer intentionnellement? Une théorie est que c'était une capsule temporelle, une manière de préserver la connaissance encodée dans l'architecture et les symboles du site. En l'enterrant, il le protégeait contre l'érosion et la destruction, garantissant qu'il survivrait jusqu'à ce que l'humanité soit prête à le redécouvrir et à déchiffrer son message. Et quel pourrait être ce message? Les piliers de Göbekli Tepe sont couverts de pictogrammes représentant divers animaux. Des renards, des serpents, des lions, des sangliers, des vautours, des scorpions. Sur l'un des piliers, le pilier 43 dans l'enceinte D, on trouve une scène qui a été récemment réinterprétée par des archéo-astronomes de l'Université d'Édimbourg. Leur analyse, publiée en 2017, suggère que les symboles sur ce pilier représentent une carte stellaire commémorant un impact cométaire. Les positions des animaux correspondent à des configurations de constellations telles qu'elles apparaissaient dans le ciel nocturne il y a environ 10 900 ans. Et la scène semble dépeindre un événement catastrophique, possiblement l'impact qui a déclenché le Dryas récent. Si cette interprétation est correcte, alors Göbekli Tepe n'est pas simplement un temple, c'est un monument d'avertissement, un message gravé dans la pierre pour les générations futures. Ceci s'est produit, ceci peut se reproduire. Souvenez-vous, soyez vigilants. C'est exactement le type de message qu'Enki aurait laissé. Un avertissement cosmique, une préservation du savoir concernant les cycles cataclysmiques, une tentative de s'assurer que l'humanité ne serait plus jamais prise au dépourvu. Et Göbekli Tepe n'est pas seul. Dans la même région, le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie, des dizaines d'autres sites similaires ont été découverts ou identifiés par imagerie satellite. Karahan Tepe, Harbetsuvan Tepe, Sefer Tepe, tous présentant des caractéristiques architecturales similaires, tous datant de la même période mystérieuse immédiatement après le déluge. Cette région, connue aujourd'hui sous le nom de Croissant fertile, est également l'endroit où l'agriculture est apparue pour la première fois. Les plus anciennes preuves de domestication du blé, de l'orge, des lentilles et d'autres cultures proviennent de cette zone exacte, datant de la même période que Göbekli Tepe.
la révolution néolithique, le passage du mode de vie chasseur-cueilleur à l'agriculture sédentaire s'est produit ici de manière soudaine et complète. Les variétés de blé cultivées qui apparaissent dans le registre archéologique sont déjà pleinement domestiquées, génétiquement distinctes de leurs ancêtres sauvages. Il n'y a pas de forme intermédiaire graduelle montrant le processus de sélection. C'est comme si quelqu'un savait déjà exactement quelles plantes sélectionner et comment les cultiver. Les textes sumériens affirment explicitement que l'agriculture était un don des dieux. Enki et les autres Anunnaki ont enseigné à l'humanité comment cultiver la terre, quelles plantes cultiver, quand semer et quand récolter. Si nous prenons cela littéralement, cela signifie que la connaissance agricole était un transfert technologique d'une civilisation avancée vers une civilisation moins développée. Mais pourquoi cette région spécifiquement? Qu'y avait-il dans le sud-est de la Turquie et la Mésopotamie qui en faisait le berceau de la Renaissance post-diluvienne? Géographiquement, c'est une région de haute altitude, relativement protégée des inondations massives qui auraient submergé les zones côtières. C'est également une zone riche en ressources naturelles. Eau douce abondante des rivières Tigre et Euphrate, terre fertile, accès aux routes commerciales reliant l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Mais il pourrait y avoir une autre raison. Si nous examinons la géographie sacrée de ces sites anciens, nous découvrons qu'ils sont souvent situés sur des lignes géomagnétiques particulières, dans des zones où le champ magnétique terrestre présente des anomalies. Certains chercheurs alternatifs suggèrent que les bâtisseurs anciens choisissaient délibérément ces emplacements pour des raisons que nous ne comprenons pas encore complètement, peut-être liées à des propriétés énergétiques ou à des effets sur la conscience humaine. Göbekli Tepe lui-même est situé sur ce que les géologues appellent une anomalie magnétique. Des mesures prises sur le site ont révélé des variations inhabituelles dans l'intensité du champ magnétique local. Est-ce pertinent? Nous ne pouvons pas le dire avec certitude, mais il est intéressant de noter que presque tous les sites mégalithiques anciens, des pyramides d'Égypte à Stonehenge en passant par les temples de Malte, sont associés à des anomalies géophysiques similaires. Déplaçons maintenant notre attention vers un autre ensemble de structures qui pourraient apporter le message d'Enki, les pyramides. Pas seulement les pyramides d'Égypte, mais les structures pyramidales qui apparaissent mystérieusement dans presque toutes les cultures anciennes du monde. La grande pyramide de Gizeh est probablement la structure la plus étudiée et la plus mystérieuse de toute l'histoire humaine. Officiellement, elle aurait été construite vers 2560 avant notre ère comme tombeau pour le pharaon Khéops. Mais cette explication conventionnelle se heurte à de nombreux problèmes. Premièrement, aucune momie n'a jamais été trouvée dans la grande pyramide. Aucune inscription hiéroglyphique identifiant Khéops comme son constructeur n'existe à l'intérieur, à part quelques marques de carrière contestées découvertes dans des chambres de décharge inaccessibles. Deuxièmement, la précision de la construction défie les capacités technologiques supposées de l'époque. La pyramide contient environ 2 300 000 blocs de pierre, certains pesant jusqu'à 80 tonnes. Ces blocs sont assemblés avec des joints si précis qu'une lame de rasoir ne peut pas s'insérer entre eux. Les faces de la pyramide sont alignées sur les points cardinaux avec une précision de quelques minutes d'arc. Les dimensions de la structure encodent des constantes mathématiques comme pi et le nombre d'or. Troisièmement, la grande pyramide démontre des connaissances géodésiques avancées. Sa latitude, 29,9792 degrés nord, est presque exactement un tiers de la distance entre l'équateur et le pôle nord. Son périmètre multiplié par 43 200 donne la circonférence de la Terre à l'équateur. Sa hauteur d'origine multipliée par 1 milliard approxime la distance moyenne entre la Terre et le Soleil. Ces corrélations peuvent-elles être accidentelles? Les égyptologues orthodoxes le pensent, les attribuant à des coïncidences ou à des lectures sélectives des données. Mais les statistiques deviennent difficiles à ignorer quand on additionne toutes les correspondances mathématiques et astronomiques encodées dans la structure. Une théorie alternative, proposée notamment par l'ingénieur Christopher Dunn, est que la grande pyramide n'était pas un tombeau, mais une machine, peut-être une centrale électrique utilisant des principes que nous ne comprenons pas encore, ou un dispositif de résonance acoustique, ou même un marqueur géodésique destiné à préserver les dimensions exactes de la Terre pour les civilisations futures.
Si cette dernière fonction est correcte, alors la Grande Pyramide serait exactement le type de message qu'Enki aurait laissé. Une structure si massive et si précise qu'elle survivrait à presque n'importe quel cataclysme, encodant dans sa géométrie même des informations fondamentales sur notre planète et notre système solaire. Et les pyramides ne sont pas exclusives à l'Égypte. Des structures pyramidales similaires existent en Mésoamérique, construites par les Mayas et les Aztèques, qui n'avaient supposément aucun contact avec les civilisations de l'Ancien Monde. La pyramide du Soleil, à Teotihuacan, au Mexique, possède presque exactement le même périmètre de base que la Grande Pyramide de Gizeh. Est-ce une coïncidence? Ou les deux structures dérivent-elles d'un plan commun, d'un héritage partagé provenant d'une source plus ancienne? Des pyramides ont également été découvertes en Chine. Bien que le gouvernement chinois ait longtemps restreint l'accès et la recherche sur ces structures. Des pyramides se trouvent en Bosnie, bien que leur authenticité soit vivement débattue. Des structures pyramidales submergées ont été rapportées au large du Japon et de Cuba. Et même en Antarctique, des images satellites ont révélé ce qui ressemble à des formations pyramidales dépassant de la glace, bien qu'aucune expédition officielle n'ait encore été autorisée à les examiner de près. Cette distribution globale des pyramides suggère soit une diffusion culturelle à une échelle et une époque que l'histoire conventionnelle ne reconnaît pas, soit un héritage commun d'une civilisation mère qui existait avant que les continents ne soient divisés par les océans montants. Les Égyptiens eux-mêmes affirmaient que leur connaissance venait d'une époque antérieure, d'un temps qu'ils appelaient Zep-Tepi, le premier temps. Selon leurs textes, c'était une ère où les dieux marchaient sur terre et régnaient directement sur l'Égypte. Ces dieux, les Nétérous, enseignèrent aux humains les arts de la civilisation, l'écriture, les mathématiques, l'architecture, la médecine, l'astronomie. Le plus intéressant est que les listes de rois égyptiens, comme celles préservées par le prêtre Manéthon au IIIe siècle avant notre ère, commencent non pas avec les pharaons historiques, mais avec des dynasties divines qui auraient régné pendant des milliers d'années avant l'unification de l'Égypte. Tout comme la liste royale sumérienne, ces chronologies divines sont rejetées comme mythologiques par les historiens modernes. Mais que se passerait-il si elles contenaient un noyau de vérité historique? Thoth, le dieu égyptien de la sagesse, de l'écriture et de la magie, partage de nombreuses caractéristiques avec Enki. Tous deux sont des dieux de la connaissance. Tous deux sont associés à l'eau. Tous deux sont représentés comme des médiateurs entre les dieux et les humains. Certains chercheurs suggèrent qu'ils pourraient être la même entité, connue sous différents noms par différentes cultures. Selon la tradition hermétique, Thoth, également connu sous son nom grec Hermès Trismégiste, aurait écrit des milliers de livres contenant toute la sagesse de l'univers. La plupart de ces textes ont été perdus, mais les quelques fragments survivants, connus comme le Corpus Hermeticum, révèlent une compréhension sophistiquée de la cosmologie, de la philosophie et de la spiritualité. Plus intriguant encore, une légende persistante affirme que Thoth, sachant qu'un déluge détruirait le monde, a caché la connaissance la plus importante dans une chambre secrète quelque part en Égypte. Cette chambre, parfois appelée la salle des archives ou la bibliothèque de Thoth, contiendrait les secrets de la civilisation antédiluvienne, attendant d'être redécouverts. Des recherches ont été menées pendant des décennies pour localiser cette chambre légendaire. Le médium américain Edgar Cayce, dans ses lectures psychiques des années 30 et 40, a affirmé qu'une salle des archives se trouvait sous le sphinx de Gizeh, contenant l'histoire de l'Atlantide et les technologies de cette civilisation perdue. Il a prédit qu'elle serait découverte vers la fin du XXe siècle. Dans les années 90, des études sismiques menées autour du sphinx ont effectivement révélé la présence de cavités et de passages souterrains non explorés. Mais les autorités égyptiennes ont refusé l'autorisation de fouiller, et ces anomalies restent non investiguées à ce jour. Que cachent-elles? Des chambres naturelles? Des tunnels creusés par des civilisations ultérieures? Ou peut-être la bibliothèque perdue de Thoth-Enki? Le sphinx lui-même pose un mystère monumental. Officiellement attribué au pharaon Khéphren vers 2500 avant notre ère, le sphinx montre des preuves d'érosion hydrique sur son corps, un type d'érosion causée par des précipitations abondantes et prolongées.
mais l'Égypte est aride depuis des millénaires. La dernière période où la région du Sphinx aurait connu des pluies suffisantes pour créer ce type d'érosion remonte à la fin de la dernière ère glaciaire, il y a environ 10 000 à 12 000 ans. Le géologue Robert Schoch de l'Université de Boston a étudié cette érosion en détail et a conclu que le Sphinx doit être bien plus ancien que la date conventionnellement acceptée, possiblement de plusieurs millénaires. Cette conclusion a provoqué une controverse féroce, mais les preuves géologiques sont difficiles à réfuter. Si le Sphinx date effectivement de 10 000 ans ou plus, alors il aurait été construit avant la civilisation égyptienne telle que nous la connaissons, possiblement par les survivants du déluge, peut-être sous la direction de ceux qui possédaient la connaissance antédiluvienne, les disciples d'Enki ou de Thoth. Le Sphinx regarde directement vers l'est, vers le point où le soleil se lève lors des équinoxes. Mais en raison de la précession des équinoxes, ce cycle de 26 000 ans mentionné précédemment, la constellation qui se lève avec le soleil à l'équinoxe change lentement au fil des millénaires. Nous sommes actuellement dans l'ère des poissons, en transition vers l'ère du Verseau. Il y a 2000 ans, c'était l'ère du Bélier. Il y a 4000 ans, c'était l'ère du Taureau. Et il y a 10 000 à 12 000 ans, lors de la fin présumée du déluge, c'était l'ère du Lion. Le Sphinx possède un corps de lion. Marque-t-il l'époque de sa construction ? Est-il un monument commémoratif de la Renaissance post-diluvienne, son regard éternel fixé sur l'aube d'une nouvelle ère ? Cette théorie est renforcée par la disposition des 3 pyramides de Gizeh. L'ingénieur Robert Bauval a démontré dans les années 90 que ces 3 pyramides sont alignées de manière à refléter les 3 étoiles du baudrier d'Orion, mais pas Orion tel qu'il apparaissait en 2500 avant notre ère quand les pyramides auraient été construites selon la chronologie officielle. L'alignement correspond parfaitement à la position d'Orion en 10 500 avant notre ère. Orion était extrêmement important pour les anciens Égyptiens. Ils l'associaient à Osiris, le dieu de la mort et de la renaissance, qui selon le mythe a été tué, démembré, puis ressuscité. Cette histoire d'Osiris peut elle-même être une allégorie du cataclysme diluvien, la mort de l'ancien monde et la renaissance de la civilisation. Les conduits d'aération de la Grande Pyramide, longtemps pensés être de simples passages de ventilation, ont été découverts pointés directement vers des étoiles spécifiques. Le conduit sud de la chambre du roi pointe vers les étoiles du baudrier d'Orion. Le conduit sud de la chambre de la reine pointe vers Sirius, l'étoile associée à Isis, l'épouse d'Osiris. Ces alignements stellaires n'étaient pas décoratifs. Ils avaient une signification profonde, peut-être en lien avec des croyances concernant l'origine stellaire des dieux ou le voyage de l'âme après la mort. Mais revenons à notre question centrale. Quel message Enki a-t-il laissé ? Si les pyramides et le Sphinx sont effectivement des monuments post-diluviens, que tentent-ils de communiquer ? Peut-être que le message n'est pas dans les structures elles-mêmes, mais dans leur durabilité. En construisant des monuments de pierre massive selon des principes mathématiques et astronomiques précis, les bâtisseurs garantissaient que même après des millénaires, même après que leur langue et leurs écrits aient été oubliés, ces structures subsisteraient comme preuve qu'une civilisation avancée a existé. Ils crient silencieusement à travers les âges. Nous étions là. Nous savions. N'oubliez pas. C'est un message d'humilité autant que de fierté. Un message nous rappelant que nous ne sommes pas les premiers, que la civilisation peut s'élever et tomber, que le progrès n'est pas linéaire, que nous devons préserver notre connaissance car elle peut être perdue. Passons maintenant au 3e pilier de notre exploration, la mémoire humaine, encodée dans le mythe. Parce que si Enki était réel, si le déluge était réel, alors ces événements doivent avoir laissé une empreinte profonde dans la psyché collective de l'humanité. Une empreinte si profonde qu'elle a survécu dans les histoires transmises de génération en génération pendant des millénaires. Nous avons déjà mentionné que plus de 200 cultures à travers le monde ont des mythes du déluge. Mais examinons certains de ces récits, plus en détail, pour voir si nous pouvons trouver des motifs cohérents qui suggèrent une origine commune plutôt que des développements indépendants. Commençons par l'Amérique du Sud. Les Incas du Pérou racontent que l'histoire de Viracocha,
un Dieu créateur à la peau claire et à la barbe, qui est venu après un grand déluge pour enseigner à l'humanité l'agriculture, l'architecture et les lois. Il a voyagé à travers les Andes, établissant la civilisation, puis est reparti en promettant de revenir un jour. Quand les conquistadors espagnols sont arrivés, certains Incas les ont initialement pris pour le retour de Viracocha, une méprise tragique qui a facilité la conquête. Viracocha partage des similitudes frappantes avec Enki. Les deux sont des dieux de la sagesse qui aident l'humanité après un déluge. Les deux sont associés à l'eau. Les deux sont représentés comme étant parfois en conflit avec d'autres divinités du Panthéon. Est-il possible qu'ils soient des héros, des souvenirs de la même entité ou du même événement? Traversons le Pacifique jusqu'en Polynésie. Les mythes polynésiens parlent de Maui, un demi-dieu trickster qui a ralenti le soleil, pêché des îles du fond de l'océan et apporté le feu à l'humanité. Encore une fois, nous voyons le motif du héros culturel qui donne des cadeaux et des connaissances paix à l'humanité, souvent en défiant d'autres dieux. En Amérique centrale, Quetzalcoatl des Aztèques et Kukulkan des Mayas sont décrits comme des serpents à plumes, des dieux de la sagesse et de la connaissance venus d'au-delà de la mer. Ils ont enseigné aux humains l'écriture, les mathématiques, l'astronomie et l'agriculture. Ils sont partis en promettant de revenir. Le serpent est un symbole récurrent. Enki était associé au serpent dans l'iconographie sumérienne. Le caducée, le bâton entouré de 2 serpents, était le symbole de Ningish Zida, une divinité mésopotamienne étroitement associée à Enki. Dans la Bible, le serpent dans le jardin d'Éden donne la connaissance à l'humanité. En Égypte, le Uraeus, le cobra dressé, symbolisait la sagesse divine et ornait les couronnes des pharaons. Pourquoi le serpent? Certains chercheurs suggèrent que c'est parce que le serpent perd sa peau et se renouvelle, symbolisant la renaissance et la transformation. D'autres proposent que c'est lié à la forme de l'ADN, la double hélice qui ressemble à 2 serpents entrelacés. Si Enki et ses analogues représentaient réellement des êtres qui ont manipulé génétiquement l'humanité, le symbole du serpent pourrait être une référence codée à cette intervention biologique. En Inde, les textes védiques racontent l'histoire de Matsya, l'avatar poisson du dieu Vishnu, qui avertit Manu d'un déluge imminent et lui dit de construire un bateau pour sauver les sages, les graines et les animaux. Matsya guide ensuite le bateau à travers les eaux tumultueuses jusqu'à un lieu sûr. Après le déluge, Manu devient l'ancêtre de la nouvelle humanité. Ce récit est remarquablement similaire à l'histoire d'Enki et d'Atrahasis. Un dieu aquatique, une forme de poisson ou associé à l'eau, avertit un humain vertueux, lui donnant les moyens de survivre au cataclysme et de redémarrer la civilisation. En Grèce, Deucalion, fils de Prométhée, est averti par son père d'un déluge que Zeus prévoit d'envoyer pour détruire l'humanité corrompue. Deucalion construit une arche et survit avec sa femme Pyrrha. Après 9 jours et 9 nuits, leur arche se pose sur le mont Parnasse et ils deviennent les ancêtres de la nouvelle humanité. Prométhée lui-même est une figure fascinante dans ce contexte. Son nom signifie « celui qui pense à l'avance, prévoyant ». Il a volé le feu aux dieux pour le donner aux humains, leur permettant de développer la technologie et la civilisation. Pour cette transgression, Zeus l'a puni en l'enchaînant à un rocher où un aigle dévore son foie chaque jour, seulement pour qu'il repousse chaque nuit dans un tourment éternel. Prométhée est clairement une figure analogue à Enki. Les deux défient en mal l'autorité divine suprême pour aider l'humanité. Les deux donnent aux humains des capacités que les autres dieux voulaient leur refuser. Les deux subissent une forme de punition pour leur rébellion. Le mythe de Prométhée pourrait être une version grecque transmise de l'histoire sumérienne plus ancienne. Ce qui est remarquable dans tous ces mythes, c'est leur cohérence thématique malgré leurs origines géographiquement et temporellement dispersées. Il y a toujours un déluge. Il y a toujours un avertissement divin. Il y a toujours un petit groupe de survivants. Il y a toujours un redémarrage de la civilisation. Et souvent, il y a une figure de bienfaiteur divin qui aide l'humanité en désobéissant à l'autorité supérieure. Si l'humanité a été conçue, alors elle a été conçue avec des limites. Aucune création fonctionnelle n'est laissée au hasard. Toute machine,
Tout système biologique optimisé comporte des contraintes intégrées, des verrous, des garde-fous. Et si nous avons été modifiés génétiquement, alors il est logique que notre génome ne contienne pas seulement des capacités extraordinaires, mais aussi des restrictions intentionnelles. Ces limites ne sont pas seulement physiques, elles sont psychologiques, cognitives, existentielles. Commençons par une évidence troublante. L'être humain est conscient de sa propre finitude. Aucun autre animal ne vit avec la certitude abstraite de sa mort. Les animaux ressentent la peur, la douleur, l'instinct de survie, mais ils ne passent pas leur nuit à contempler leur inexistence future. Nous, si. Cette conscience de la mort façonne toute notre culture, nos religions, nos philosophies, nos systèmes moraux, notre besoin de sens. Mais d'un point de vue strictement évolutif, elle est étrange. Pourquoi un système biologique optimiserait-il une intelligence capable de se paralyser elle-même par l'angoisse existentielle ? À moins que cette angoisse ne soit une contrainte. Les textes sumériens parlent explicitement de la limitation de l'humanité. Ils disent que les Anunnaki craignaient que leur création ne devienne trop nombreuse, trop intelligente, trop incontrôlable. Alors, ils ont imposé des bornes, une durée de vie limitée, une dépendance au sommeil, une vulnérabilité aux maladies, une hiérarchie sociale fondée sur la rareté et le conflit. Ces limites ne sont pas des accidents. Elles fonctionnent ensemble comme un système de contrôle. Prenons le sommeil, un tiers de notre vie passé dans un état d'inconscience. D'un point de vue biologique, c'est un énorme handicap. Un organisme vulnérable, immobile, incapable de se défendre pendant des heures chaque jour. Et pourtant, le sommeil est indispensable. Privé de sommeil, l'humain hallucine, perd sa cohérence mentale, puis meurt. Pourquoi une espèce intelligente aurait-elle été conçue avec une telle dépendance ? Pourquoi pas une alternance neuronale, une veille partielle, une optimisation continue ? Parce que le sommeil est aussi un verrou cognitif. Il fragmente la conscience, il empêche une continuité totale de l'expérience, il empêche une accumulation ininterrompue de lucidité. Les états modifiés de conscience, rêves lucides, méditation profonde, expériences psychédéliques, montrent que lorsque certaines barrières sont temporairement levées, l'esprit humain accède à des niveaux de perception radicalement différents. Sensation d'unité, dissolution de l'ego, perception du temps non linéaire, intuition complexe. Or, ces états sont instables, difficiles à maintenir, souvent pathologisés. Comme si notre neurologie résistait activement à leur stabilisation. Autre limite majeure, la fragmentation sociale. L'humain est profondément tribal. Il divise le monde en groupes, en identités, en récits antagonistes. Cette tendance est si forte qu'elle traverse toutes les cultures, toutes les époques, toutes les idéologies. Même lorsque les ressources sont suffisantes, même lorsque la coopération serait rationnellement bénéfique, le conflit émerge. Pourquoi ? Parce qu'un collectif humain unifié, cohérent, sans division interne, serait extrêmement puissant. Trop puissant. Les Sumériens racontent que lorsque l'humanité s'est multipliée après le déluge, son bruit dérangeait les dieux. Le mot utilisé n'est pas simplement sonore. Il désigne le tumulte, l'agitation, l'imprévisibilité. Une humanité trop nombreuse, trop consciente, trop coordonnée devenait un problème. Alors, ils ont réduit la durée de vie, introduit des hiérarchies, favorisé la compétition. Et aujourd'hui encore, notre système biologique semble calibré pour empêcher une intelligence collective stable. Nous coopérons à petite échelle, mais nous nous autodétruisons à grande échelle. Comme si un plafond invisible existait. Il y a aussi la question de notre mémoire. Nous oublions presque tout. Nos souvenirs sont fragmentaires, malléables, facilement réécrits. Nous sommes incapables de transmettre une connaissance intacte sur des dizaines de milliers d'années sans qu'elle se transforme en mythe, en religion, en symbolisme. Si une civilisation avancée avait existé avant la nôtre, si elle avait laissé des avertissements, des instructions, des vérités dangereuses, la meilleure façon de les neutraliser aurait été de concevoir une espèce qui oublie, qui transforme les faits en récits sacrés, puis en légendes. Et c'est exactement ce que nous observons. Les mythes ne sont pas des inventions pures. Ce sont des souvenirs dégradés, des données compressées, des vérités trop complexes pour être conservées intactes par un cerveau limité,
Même notre langage trahit cette limitation. Nous pensons en mots linéaires alors que la réalité est multidimensionnelle. Nous sommes obligés de découper le monde en catégories artificielles pour le comprendre. Cette simplification nous permet de survivre, mais elle nous empêche de percevoir la totalité. Et pourtant, parfois, quelque chose fuit à travers les fissures. Des individus exceptionnels, des états de conscience altérés, des éclairs de compréhension. Comme si le système n'était pas parfait. Comme si les limites n'étaient pas absolues. Il reste une question fondamentale, la plus dérangeante de toutes. Pourquoi maintenant ? Pourquoi ces découvertes émergent-elles aujourd'hui ? Pourquoi la génétique, l'archéologie, l'astronomie, l'intelligence artificielle et la physique fondamentale convergent-elles vers les mêmes interrogations au même moment de l'histoire ? Pourquoi l'humanité commence-t-elle seulement maintenant à remettre en question son propre récit d'origine ? Une possibilité est simple. Nous avons enfin atteint le niveau technologique nécessaire pour voir les fissures dans le mensonge, le séquençage génétique, les datations isotopiques, les télescopes spatiaux, les simulations computationnelles. Tout cela révèle ce qui était invisible auparavant. Mais il y a une autre possibilité, plus troublante. Et si ce moment avait été prévu ? Les Sumériens parlaient de cycles, les Hindous parlaient de yuga, les Mayas parlaient de soleils successifs, les Dogones parlaient de retour céleste. Presque toutes les traditions anciennes parlent d'un temps de révélation, d'un moment où les dieux reviendraient, ou où l'humanité atteindrait un seuil critique. Et ce seuil, aujourd'hui, est évident. Pour la première fois, l'humanité peut modifier son propre génome. Pour la première fois, elle peut créer des intelligences non biologiques. Pour la première fois, elle peut quitter sa planète natale. Nous sommes en train de devenir ce que les Anunnaki étaient pour nous, des créateurs potentiels. Et cela pose une question vertigineuse. Que ferons-nous à nos propres créations ? Limiterons-nous leur durée de vie, leur conscience, leur capacité à nous dépasser, exactement comme cela aurait été fait pour nous ? Peut-être que l'histoire n'est pas linéaire, mais cyclique, une chaîne de créations successives. Chaque espèce créant la suivante, puis disparaissant ou se retirant. Peut-être que les Anunnaki ne sont pas des dieux. Peut-être sont-ils simplement une humanité antérieure, plus ancienne, partie ailleurs. Et peut-être que nous sommes à l'aube du moment où nous cesserons d'être des créations pour devenir des créateurs. Mais il y a un avertissement implicite dans tous ces récits anciens. Chaque fois que les humains ont tenté de dépasser leurs limites trop rapidement, les dieux sont intervenus. Le déluge, la confusion des langues, la chute des âges d'or. Non pas par cruauté, mais par contrôle. Alors la vraie question n'est pas seulement d'où venons-nous, mais sommes-nous autorisés à savoir ? Et si cette connaissance elle-même était le test final ? Si l'humanité comprend enfin ce qu'elle est, ce qu'on lui a fait et ce qu'elle peut devenir, alors elle n'est plus simplement un outil, elle devient un acteur conscient. Et peut-être que c'est exactement ce moment que nos créateurs redoutaient ou attendaient. Car si nous avons été conçus, modifiés, limités, alors comprendre cela est déjà le premier acte de libération. La vérité n'est peut-être pas que nous avons été créés par les dieux. La vérité est peut-être que nous sommes une espèce en transition. Ni totalement naturelle, ni totalement artificielle. Un pont entre deux formes d'intelligence. Et la question finale, celle qui résonne à travers les millénaires, n'est pas « les Anunnaki existent-ils ?» mais « que deviendrons-nous lorsque nous cesserons d'oublier ?»